Pour poursuivre et finir le dernier chapitre des recommandations VPP, Nicolas Néran va nous présenter le suivi, le contrôle et la réception des voiles par passe. Donc Nicolas, il est ingénieur technicien, il a débuté sa carrière au sein du bureau d'études de Franqui Fondation. Actuellement, il est à la direction technique de la filiale construction de Bureau Veritas et il s'occupe de tous les sujets en lien avec la géotechnique. Donc, il a assuré l'animation du groupe de travail avec enthousiasme. Il est aussi président de la commission scientifique et technique du CFMS. Voilà. Merci Pascal. Bon, donc on arrive au bout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qui était nécessaire pour que les entreprises puissent rentrer en action, on vient un petit peu relever les compteurs et s'assurer qu'on n'a pas de dérive. Donc c'est le sens en fait de ce dernier chapitre sur le suivi, le contrôle, qui conduit en fait à la réception des voiles par passe. Alors, vous avez compris qu'on a voulu que le document soit le plus consensuel possible. Donc, il y avait des lignes rouges à ne pas dépasser. Donc, il ne fallait surtout pas stigmatiser la solution voile par passe. Donc, ça tombait bien. Avec Pascal, on a tout de suite dit on est là pour encadrer la solution technique, rien de plus. Donc, il est assez fréquent que dans les recommandations, vous trouviez des phrases du type « comme pour tous les ouvrages géotechniques », parce que finalement, ce que l'on dit, la plupart du temps, c'est aussi transposable aux parois lutétiennes, berlinoises, parois moulées, pales planches, etc. Donc, comme pour tous les ouvrages géotechniques de soutènement en particulier, l'objectif majeur du suivi, c'est de s'assurer que tout se passe de façon conforme ou meilleure que ce qui avait été imaginé au préalable. Et donc, c'est le sens en fait, du chapitrage des recommandations. Donc, la conception en chapitre 2, le dimensionnement des ouvrages en chapitre 3, et puis la méthodologie de mise en œuvre avec ses dispos constructives au chapitre 4. En bout de ligne, c'est grâce au suivi que l'on va pouvoir, donc avec des outils de contrôle, donc c'est le sens de ce chapitre 5, on va pouvoir avoir l'étape de réception des voiles par passe. Et là, sur ce point, on est le CFMS. Donc l'acte de réceptionner, c'est pas notre cœur de mission. Donc en fait, on n'en parle qu'une seule fois. Et c'est la phrase que vous trouverez dans ce chapitre-là, c'est la synthèse des données obtenues, alors donc, lors du suivi, on aurait pu rajouter lors du suivi, sert de support pour réceptionner les voiles par passe. Il n'y a que ça. Vous ne trouverez pas d'autres mentions de la réception dans les recommandations. En fait, on est là pour encadrer de façon technique, pour obtenir en fait, la réception de cet ouvrage. Alors, comment on s'y prend en termes de moyens? Alors, comme pour tous les ouvrages géotechniques, on a des moyens matériels. Donc, on a voulu être très pratico-pratique, avec notamment des cibles au topo, des fils à plomb. Mais, particularité quand même de ces recommandations, c'est qu'on a mis en place en fait, un moyen qu'on a appelé d'ordre organisationnel. Parce que tout va, comme chacun le sait, très vite. Et donc, on est en mesure de rater des étapes, que ce soit au moment de la conception, on n'a pas pu tout faire, parce que le terrain n'était pas encore totalement disponible, parce que la démolition n'avait pas été achevée, et puis au niveau des études d'exécution, parce que c'est fait par le bureau d'études structure, alors que l'entreprise de voile par passe n'est pas désignée. Enfin bref, il y a toutes les raisons pour que on démarre ces travaux sans avoir vérifié que tout était suffisamment maîtrisé pour éviter le sinistre. C'est ça qui nous intéressait dans ce premier temps. Donc avant le démarrage des travaux, on a décrit, on a entre guillemets, inventé ce qu'était une réunion de coordination. Donc ça, c'est ça, un moyen organisationnel. C'est une réunion de coordination qui doit se tenir au plus tard, au moment juste avant le démarrage. Et puis, comme on s'est dit, oui, a priori, c'est une bonne idée, il faudrait peut-être être un tout petit peu plus précis, en disant, comme on est dans l'urgence, ce serait bien de présenter une forme d'ordre du jour. Donc, voilà, vous trouverez un tableau, alors c'est le 5.1, qui liste en fait tous les points qui sont à aborder lors de cette réunion de coordination avant le démarrage des travaux. Alors, pour comprendre et s'acclimater avec ça, je proposais ce petit schéma en disant, c'est bien de faire un état des connaissances. Un état des connaissances concernant les avoisinants, concernant les niveaux d'eau, concernant la qualité des terrains, les niveaux des terrains. Donc, voilà. État des connaissances. Côté du bureau d'études structure, où est-ce qu'on en est de l'avancement des fonds de plan? Parce qu'un des problèmes que l'on a constaté, c'était des impossibilités de mettre tous les butons. Ah oui,
c'était pas possible parce que le maçon ne pouvait pas mettre en place certains voiles, certains planchers, donc on enlève des butons. Donc faire un point sur l'avancement des fonds de plan, c'est quand même plutôt opportun avant de démarrer. Sur la méthodologie de mise en œuvre, ah oui, parce que si on veut que tous les butons puissent être mis, il faut quand même que l'entreprise de voile par passe nous décrive comment elle va s'y prendre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit si tout est compatible ou s'il y a des corrections à apporter. C'est quand même mieux de le faire à ce moment-là. Et puis, un point qui avait été abordé par Jean en disant que c'est un jalon fort de la phase de conception, c'est de définir les moyens du suivi. Et donc, là, concrètement, qu'est-ce qui est en place? Puisqu'il faut que, typiquement, des cibles topo sur les avoisinants, il faut qu'elles soient mises en œuvre avant le démarrage des terrassements. Donc, faire ce point à ce moment-là, c'était vraiment opportun. Et ça traduit concrètement ce qu'est la réunion de coordination. Et bon, l'avantage, c'est que cette réunion, elle implique tous les intervenants, tout le monde. Donc maître d'ouvrage, maître d'œuvre, géotechnicien, entreprise, les bureaux d'études, contrôleur technique, et puis coordonnateur SPS. On en a parlé, on a fait intervenir un coordonnateur SPS parce que c'était des missions qui n'étaient pas forcément bien connues, donc on a pu rajouter quelques précisions sur le rôle du coordonnateur SPS qui est quand même à l'avant-garde des risques d'ensevelissement. Jean a souligné avec les problèmes de rupture fragile de matériaux qui conduisent à heureusement c'est extrêmement rare, mais à des pertes humaines, et ça c'est absolument inacceptable. Donc voilà pour l'aspect organisationnel. Et puis sur les aspects matériels, là c'est très classique. C'est ce qu'on retrouve pour tous les soutènements. Alors j'ai repris toute la liste. C'est pas, il y a des ordres de préférence, donc c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va bien sûr privilégier des cibles topographiques, qui sont pas évidentes à mettre sur les voiles. Parce qu'on a des problèmes de calage de zéro. Sur un avoisinant, c'est facile, mais les cibles, au fur et à mesure qu'on a réalisé des ceintures, on doit être en mesure de rajouter des cibles qui auront forcément un zéro relatif et pas un zéro absolu. Les fils à plomb, qui sont très intéressants pour surveiller en fait, les phénomènes de basculement. Alors moi, sur les opérations que je suis, les cibles topo, je demande toujours qu'elles soient positionnées sur les avoisinants à 2 altitudes différentes, ce qui permet de mettre en évidence en fait, des phénomènes de basculement. Mais les fils à plomb, je pense que c'est encore mieux, c'est encore plus parlant. Puis après, des fissuromètres, clinomètres, piézomètres. Alors là, c'est le seul qui pourrait être mis en fait en œuvre, non pas par l'entreprise de voile par passe, mais au préalable, par le géotechnicien, de mettre en place un piézomètre. Et puis les contrôles visuels, alors il faut vivre avec son temps, tout le monde a des smartphones, donc là il y a des réticences pour pouvoir utiliser cela, mais n'empêche que les contrôles visuels, avantageusement étayés par des photos, voire des vidéos, je pense qu'à l'avenir ça va devenir de plus en plus indispensable, mais bon, on ne peut pas aller trop vite. Donc tous ces moyens matériels sont fournis, alors sauf pour le piézomètre, fournis, mis en place et exploités par l'entreprise de voile par passe, qui va piloter selon son phasage les interventions d'un géomètre pour aller relever les cibles topographie. On ne demande pas spécialement des mesures toutes les semaines, ce qui est intéressant c'est d'avoir les mesures quand c'est susceptible de bouger. Donc quand est-ce que ça commence? L'idée c'est d'avoir les zéros, donc c'est avant les premiers terrassements. Et puis quand est-ce que ça se termine? C'est quand on a le butonnage définitif de la paroi. Voilà, du coup le butonnage définitif, c'est la structure de l'ouvrage qui assure le butonnage définitif de la paroi. Donc la phrase, il faut être tranquille pour la lire. C'est-à-dire que ce n'est pas le butonnage définitif du voile par passe, c'est pas le butonnage du fond de fouille, non, c'est la structure de l'ouvrage assure le butonnage définitif de la paroi. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait coulé le plancher haut du R-1. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'après, vis-à-vis du risque, on sait qu'on a maîtrisé, encadré la solution technique quand on est arrivé à ce stade-là. Alors, on a voulu des choses très synthétiques, c'était un des objectifs. Donc on a un document qui fait une 50aine de pages. Donc là, voilà, c'est un autre tableau que vous avez dans le chapitre 5 qui vient définir, selon les types d'hypothèses que l'on veut vérifier, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen matériel, des idées de fréquence, et puis quelques petits commentaires pour pouvoir éclairer le lecteur.
Donc voilà, on trouve des éléments concernant les avoisinants, concernant les aspects géotechniques, parce que moi j'ai l'habitude de dire que chaque fois que l'on vient faire une fondation, on vient faire un sondage. Bah là c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on vient faire du terrassement, eh bien, on vient faire un sondage qui vient confronter, conforter, préciser le modèle géotechnique. Quand j'étais à l'école, on nous avait précisé voilà, le modèle géotechnique d'un tunnel. Quand est-ce qu'il est terminé? C'est quand on a fini le tunnel. C'est un peu la même idée. Donc on vient, au fur et à mesure de l'exécution, apporter les précisions, découvrir s'il y a des choses cachées ou pas au niveau de l'enchaînement lithologique et puis des arrivées d'eau, des flux d'eau. Au niveau des semelles de buton, vérifier qu'on les a bien mises en œuvre, puisque c'est le seul élément qui vient contrecarrer, équilibrer la poussée des terres. C'est quand même l'élément fondamental. Il y a le débat pour la bêche, mais bon, c'est avant tout les semelles de buton qui font le job. Et les dimensions des banquettes, pour pouvoir assurer les stabilités intermédiaires. Un dernier tableau qui n'est pas en annexe, qui concerne les suivis des déplacements. Donc là, on a tenu à apporter vraiment les précisions sur ce qui se passait au niveau d'un avoisinant et ce qui se passait au niveau du voile par passe. Donc la précision, eh bien, ça concerne le problème du zéro relatif, hein, qui est spécifique en fait au voile par passe, puisqu'on va venir l'instrumenter au fur et à mesure qu'on le réalise. Donc on ne peut pas avoir de zéro absolu sur le voile par passe. En complément, ça c'était avec le concours, ça avait été initié, il est là par Patrick Darosa. L'idée c'était de mettre pour pouvoir intégrer au maximum l'entreprise dans l'acte de construire et puis dans l'enchaînement des missions géotechniques, on a donné des exemples en fait de plans de contrôle et de fiches d'autocontrôle. Donc là c'est le job de l'entreprise de voile par passe pour pouvoir consigner le fait qu'elle est faite, elle est respectée. Donc ça vient en fait figer davantage les méthodes, la traçabilité, la qualité en fait de l'intervention des entreprises. Donc vous avez, il y a deux annexes pour ce sujet-là qui se recoupent. Hein. Donc le plan de contrôle, c'est la première annexe du chapitre 5, et puis les fiches d'autocontrôle pour la deuxième annexe du chapitre 5. Donc à chaque fois, que ce soit au niveau du plan de contrôle ou de la fiche d'autocontrôle, on a toujours le même, alors ça n'a pas tout à fait le même format, mais n'empêche qu'on reprend toujours les mêmes thématiques que sont la préparation. Donc ça c'est je viens ouvrir ma passe, je viens faire mon terrassement soigné. Hein, voilà. Donc c'est une action pure terrassement. Ensuite il y a l'action du ferraillage, donc c'est pure structure. La projection du béton, où là, c'est de la structure, mais ça a quand même de l'influence sur la géotechnique, parce que rien que la projection du béton, ça peut enlever de la cohésion sur un matériau enchevêtré. Il y a ce problème-là qui fait qu'on est à l'interface entre le domaine de la structure et le domaine de la géotechnique. Le sujet de la bêche, où pour que, de point de vue géotechnique, on puisse la prendre en compte ou pas, eh bien, ça dépend des conditions d'exécution. Donc, ça fait sens que ça intervienne au niveau du plan de contrôle et fiches d'autocontrôle. Et puis, naturellement, le butonnage. Donc voilà, j'ai pris simplement des extraits là, des recommandations pour mettre en évidence à quoi ça ressemble. Hein. Donc sur la phase de préparation, au niveau du plan de contrôle, on a des tolérances, on a des fréquences et puis des moyens de contrôle pour s'assurer que toutes les étapes de la préparation, elles soient OK. On fait exactement la même chose au niveau du ferraillage. Idem pour la projection, c'est là qu'on a un petit format, peut-être qu'on aurait pu retravailler pour que ce soit homogène, mais du coup, dans la projection, on a rajouté la bêche, alors que au niveau des fiches d'autocontrôle, on l'a bien mis à part, et puis l'aspect butonnage. Et donc sur la fiche d'autocontrôle, c'est la même chose, hein, donc au niveau de la préparation, du ferraillage, de la projection, mais là, il n'y a pas la bêche, puisqu'en fait, elle apparaît en dernier, après le système de butonnage. Voilà. La perfection n'est pas de ce monde. Hein. Peut-être qu'on aurait pu homogénéiser tout ça, mais bon, c'est comme ça. Ça a le mérite au moins de présenter des exemples de ces moyens qui nous permettent en fait, de faire notre boulot de contrôle et puis l'entreprise de montrer qu'elle travaille de façon sérieuse. Donc en conclusion, c'est un chapitre qui, à l'image des recommandations, est très synthétique, pour pouvoir être efficace. Nous, le but du jeu, hein, c'est pas d'embêter la solution technique, les acteurs, le prix de revient pour un mètre d'ouvrage. Non, nous, ce qu'on cherche, c'est maîtriser les risques. Donc, c'est à cette image-là. Donc, on sait que le respect de cette démarche est transposable à tous les soutènements.
On va voir comment ces recommandations vont pouvoir inspirer notamment la révision des Eurocode 7, des normes d'application nationale de la révision des Eurocode 7, mais ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais c'est totalement transposable à tous les soutènements. Avec 2 objectifs. Le premier, c'est éviter les sinistres. Et c'est là qu'on reboucle avec, Jean en a parlé, des seuils d'alerte et des seuils d'arrêt. Donc éviter les sinistres, et bien pas pourquoi, parce que quand on atteint un seuil d'alerte, donc qui va concrètement se matérialiser, parce que là ça n'a pas été souligné, mais j'ai vu que c'était dans les supports, c'est qu'il y a des déplacements qu'on ne peut pas calculer, mais qui doivent être rendus contractuels. On demande à ce qu'on contractualise en fait un déplacement. Donc quand on est à X% de ce déplacement contractualisé, eh bien on atteint le seuil d'alerte. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on atteint le seuil d'alerte? Eh bien, là, c'est pareil. C'est pas de la réunionite pour de la réunionite. Non, on augmente la fréquence des mesures, on prévoit l'approvisionnement en butons complémentaires, on s'assure qu'on a de la terre sur le chantier ou pas trop loin pour pouvoir réagir en cas de besoin. Et puis, on adapte la méthodologie mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'on réduit les dimensions des passes. Et puis, bien sûr, seuil d'arrêt. Donc ça, c'est l'étape avant ce que nous a illustré Vivien tout à l'heure. C'est la mise en sécurité. Et la différence entre l'exemple de tout à l'heure de Vivien, où il y avait 95% de l'ouvrage quand le sinistre a eu lieu et l'intégralité a été remblayée, et là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il doit être mis en sécurité par butonnage et remblayage, mais on ne dit pas qu'il faut tout remblayer. Et si on a un problème sur un tronçon, eh bien, on vient mettre en sécurité le tronçon qui est concerné et pas tout l'ouvrage. C'est au moins l'intérêt en fait, de cette démarche. Et donc le deuxième objectif de ce chapitre, eh bien, c'est, après avoir évité les sinistres, eh bien, de pouvoir réceptionner les voiles par passe pour que la suite puisse se dérouler, parce qu'on est là quand même pour construire. Voilà.